Alors, dans ce cycle de vidéos, j'aimerais qu'on aborde Koestler, Arthur Koestler. Et j'aimerais qu'on aborde en particulier son travail qui se recoupe dans les trois ouvrages suivants, Les Somnambules, Le Cri d'Archimède, et pour conclure, Le Cheval dans la locomotive, qui se complète d'un autre ouvrage que pour le moment je n'ai pas eu encore l'occasion d'étudier. Mais j'aimerais qu'on aborde ces trois ouvrages déjà pour que moi-même je puisse un peu résumer, recenser, synthétiser les connaissances acquises, comme d'habitude en réalité, et aussi pour en faire une présentation de son travail, car il me semble assez encore aujourd'hui pertinent. Donc, Koestler, pour faire une présentation très très rapide, on est face à un intellectuel du XXe siècle, d'abord journaliste en premier lieu, d'origine hongroise, qui va connaître une vie assez mouvementée, parce que, sans dire de bêtises, il va entre autres participer aux événements de la guerre d'Espagne. Il va avoir l'occasion de beaucoup se rapprocher de l'URSS et des différents partis communistes avant de se dissocier de ces mouvements. Il va avoir une période en Palestine aussi, en tant que journaliste, justement. Et sa principale œuvre, en fait, c'est Le Zéro et l'Infini, qui lui ont donné une certaine renommée, étant donné que c'est une œuvre qui dénonce tous les processus autoritaires et totalitaires, dont le stalinisme, dont il était un adversaire assez convaincu, en particulier après les années 40. Donc, là, c'est pas du tout son œuvre politique qui va nous intéresser, parce que là, on est vraiment sur la question scientifique, et en particulier sur l'histoire des sciences, mais même au-delà de la question de l'histoire des sciences, l'histoire de la découverte, les processus derrière la découverte, de manière très générale, et encore plus généralement, la méthode réflexive, la réflexion humaine dans le processus de découverte. Alors, on va commencer par une présentation de chacun de ces ouvrages. Le premier, c'est Les Somnambules, qui est en fait donc un essai historique sur les conceptions de l'univers, mais pour aller un peu plus en détail, sur en fait trois périodes: Grèce antique, fin Moyen-Âge, début Renaissance, et on va dire la période de Newton, donc plutôt le XVIIIe siècle, mais avec en fait une très grosse emphase sur la transition ère médiévale, Renaissance, sur les questions évidemment astronomiques, conception de l'univers. Donc, dans les somnambules, c'est avant tout l'étude des travaux de Copernic, de Kepler, avec Tycho Brahe, et de Galilée, qui vont intéresser Koestler, et non pas seulement d'un point de vue purement découverte, purement d'un point de vue sur les thèses qui ont été faites, ou sur les méthodes, mais aussi sur quelque chose de biographique. On est aussi sur une biographie des chercheurs dans leur domaine, et sur l'interrelation entre leur personnalité, leurs convictions, religieuses, politiques ou autres, et les conséquences que cela a pu avoir sur leur recherche, sur le monde de la recherche à leur époque, et comment tout cela en fait se mélange et s'infuse pour finalement produire les découvertes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est un ouvrage qui s'intéresse en particulier sur la transition du modèle géocentrique au modèle héliocentrique, en se concluant sur, du coup, les travaux de Newton. Bien qu'il y soit abordé vraiment en ouverture presque, on s'y attarde finalement assez peu. Ensuite, le cri d'Archimède. Bon, le cri d'Archimède, c'est un ouvrage qui, lui, va s'intéresser moins sur l'aspect historicisant que sur les points communs, les points de convergence entre découverte scientifique, création artistique et même, en fait, plaisanterie, invention de plaisanterie.
Alors, du coup, on a une multiplicité d'exemples, hein, qui sont donnés pour illustrer ces phénomènes. Et enfin, le dernier, qui est peut-être, le plus connu, Le cheval dans la locomotive. C'est un ouvrage, en fait, qui répond, heu, aux, Concepts of the Mind, d'un autre auteur et c'est une relation connue parce qu'en fait, c'est dans ce processus-là, c'est dans cette, confrontation-là qu'on va commencer à parler de fantômes dans la machine. Fantômes dans la machine, normalement, si vous avez une connaissance, en film d'animation, ça vous fait aussi penser au Ghost in the Shell, qui est en fait un film qui est aussi en relation thématique avec cet ouvrage et du coup, l'ouvrage de Concept de l'esprit. OK. Et Cheval dans la locomotive, de quoi est-ce que ça parle? Bah, ça parle en fait de fonctionnement hiérarchique de l'esprit, mais même au-delà de l'esprit, aussi en fait, cette hiérarchie qui se trouve en fait dans la nature et de la conséquence donc que cela a sur l'homme et sur son développement. Voilà et donc ça c'est, bah, déjà ces 3, ouvrages, assez ambitieux, plutôt exhaustifs, qui proposent des concepts pas spécifiquement novateurs, mais qui finalement ne sont pas tant que ça, mis en avant ou qu'on présente assez peu. Tout simplement parce que l'objectif de Koestler a, on va dire en contradiction avec, une certaine doxa, c'est avant tout d'être dans la réconciliation. Et cette première réconciliation qui va se présenter chez Koestler, c'est une réconciliation entre foi et raison. Là où aujourd'hui, il y a une vraie volonté à mettre d'un côté la foi et de l'autre côté la raison, ce que Koestler va présenter d'abord dans Les Somnambules, c'est justement comment, entre foi et raison, il y a une interrelation bénéfique dans les découvertes scientifiques. Et pour cela, donc, dans Les Somnambules, il nous présente, on va dire, 3 grands axes. La Grèce antique, par le biais des néo-pythagoriciens, ou des pythagoriciens tout court d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis néo devant, je pensais plutôt aux platoniciens. L'axe, on va dire, médiéval, donc Copernic, Kepler, qui transitionne donc vers la Renaissance, Galilée, et comment en fait l'interrelation entre ces trois-là n'est pas en fait, comment dirais-je, un aboutissement de Galilée. En fait, c'est un ouvrage qui va être très critique de cette dernière figure. Et en ouverture, donc, le travail de Newton sur la gravité et sur la mathématisation de la physique. Donc, ça, c'est les somnambules. Et pour présenter donc cette interrelation entre foi et raison, ce que va nous montrer en fait Koestler dans cet ouvrage, c'est déjà comment, et c'est quelque chose qui va alors beaucoup reprendre dans le Cri d'Archimède, donc dans la deuxième partie de ces ouvrages, comment en fait il y a un premier temps d'inspiration, voilà, d'inspiration, de découverte. Voilà, il y a un premier temps où en fait, pour prendre, bah voilà, typiquement Pythagore. Pythagore réalise plusieurs grandes découvertes d'un point de vue mathématique. Ça produit en fait un temps de richesse intellectuelle très important qui se disperse. Il y a une période de dispersion qui va ensuite en fait se dogmatiser. Donc on arrive dans un deuxième temps qui là est plus un temps de fixation, de compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, bon bah voilà, les découvertes qu'on a fait, on essaye de les comprendre, on essaye de faire la synthèse,
et voilà, en fait, de faire le tri, finalement. Mais ça va fixer les savoirs. Et ça va en fait empêcher la découverte nouvelle. Ça, c'est quelque chose que Koestler présente bien avec en fait les figures de Platon et Aristote. Qu'est-ce qui se passe en gros dans la période grecque? Eh bien, pour faire très simple, du côté pythagoricien, avec Anaximandre, on découvre entre autres l'héliocentrisme. Voilà, on pose l'héliocentrisme comme une observation physique qui se fait observer, comme vous le savez tous. En fait, on sait très tôt qu'en fait tout tourne autour du Soleil, mais le souci, c'est que, et vous allez, c'est un truc que va bien montrer Koestler, c'est qu'en fait cette découverte ne se recoupe pas totalement avec la réalité observée. Et que, en fait, les preuves apportées ne sont pas suffisantes. Et ça va amener, en fait, à une idée que Platon autant qu'Aristote vont poser, c'est l'idée de l'harmonie de l'univers par le biais du cercle. Et en fait, si on pose l'idée que les planètes tournent autour du Soleil sous forme de cercle, ça ne se recoupe absolument pas avec la réalité observée. Et donc ça va remettre en place le système géocentrique, donc c'est autour de la Terre que les astres tournent, avec le système des épicycles que... Mon Dieu, j'ai oublié son nom déjà. C'est notre ami... Donc c'est Platon qui, évidemment, pose cela, mais qui va forcer? Qui va... Tac, tac. Alors... Mais c'est Ptolémée. Bah oui, c'est Ptolémée. Ok, pardon. Donc, ici, en effet, voilà, ça va être le système géocentrique de Ptolémée qui va remporter la victoire par rapport au système héliocentrique des pythagoriciens et qui va donc se fixer. Voilà, avec le système des épicycles. Ce que va présenter Koestler, c'est qu'en fait, du coup, cette dogmatisation du savoir crée une période de fixation et en fait de non-découverte. Autrement dit, on reste en fait enfermé dans les mêmes boucles de pensée sans être capable d'en sortir. Et il va falloir en fait une cassure, une explosion, c'est-à-dire une vraie sortie de dogme. Et ça, c'est dans le Cri d'Archimède qu'il revient sur comment est-ce qu'on fait ça. Mais donc du coup, il y a, on va dire, voilà, carrément une explosion. Et cette explosion, elle reproduit du coup le premier temps de découverte, d'inspiration, de dispersion, et hop là, on essaye à nouveau de comprendre, de fixer, de synthétiser, et donc on se retrouve dans le deuxième temps, et vous le voyez, on a cette boucle-là qui se produit. Cette période d'explosion, elle va commencer avec Copernic, qui va en fait, en voulant mettre le système géocentrique de Ptolémée à jour, va se retrouver à récupérer les travaux précédents des pythagoriciens et entre autres de... Et alors, ce n'est pas Anaximandre, je l'ai mal dit, mais c'est Aristarque, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est Aristarque qui va vraiment prôner le modèle héliocentrique dans la Grèce antique. Donc, il va reprendre les découvertes d'Aristarque et en fait, en faisant une synthèse des deux, eh ben, il va prôner le modèle héliocentrique. Sauf que le truc de Copernic, c'est que on est dans la période donc de la Réforme. Il ne va pas être particulièrement soutenu du côté luthérien et protestant. L'Église catholique sera un peu plus dans le soutien de Copernic, mais par crainte des critiques, il ne va jamais en fait publier son œuvre. Et c'est seulement l'un de ses héritiers, l'un de ses compagnons, qui va le publier, mais en sabotant son travail, en plaçant une préface qui prétend qu'en fait toute l'œuvre de Copernic n'est que pure spéculation mathématique et qu'elle n'a pas à être prendre au sérieux. Elle n'a pas à être prise au sérieux. Et là, en fait, c'est là où Koestler développe
comment en fait Copernic, en tant que personne, de par son côté craintif, terrifié, chétif, se reposant sur les autres, mais tout en étant finalement assez rancunier aussi, va en fait, dans sa mauvaise gestion des relations humaines, produire cette catastrophe, entre guillemets, de dénigrement de son travail par le biais de ses héritiers qui se sont sentis entre autres délaissés, mais qui avaient aussi conscience de la peur de Copernic. Va arriver Kepler dans un second temps, mais en fait très proche lui aussi. Et ce que Kepler en fait va apporter, c'est que lui, il va avoir une remise en cause du système de cercle. Kepler, c'est celui qui introduit les mouvements elliptiques dans les planètes, dans le mouvement des astres. Autrement dit, on n'est plus dans une situation où ce sont des cercles, mais des ellipses qui permettent le mouvement des planètes. Et ça a son importance parce que, comme je vous le disais dans un premier temps, c'est le système héliocentrique ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, le système de Copernic ne fonctionne pas d'un point de vue de l'observation, parce qu'il reste sous le dogme du cercle comme mouvement parfait des astres. Kepler, lui, est celui qui va casser cela. Et c'est là où déjà on peut voir en effet le caractère dogme qui bloque les découvertes. Sauf que, chose intéressante, pour Koestler, une des grandes intuitions de Kepler se trouve dans sa capacité à projeter le dogme de la Trinité sur le mouvement des astres. Je vais développer un peu ceci. Chez Kepler, il y a une idée très importante, c'est une intuition très importante parce que c'est l'intuition de la gravité. Kepler a l'intuition de la gravité 2 siècles avant Newton. Comment a-t-il cette intuition ? Eh bien, en plaçant le Soleil au centre du système, il l'assimile au Père, la Terre étant alors le Fils. Et la relation qui permet le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est par le biais d'une analogie avec le Saint-Esprit, qui s'apparente alors à une force, comme la gravité, même si Kepler ne formulera pas ça avec ces termes, et utilisera plutôt un système avec de la lumière, mais il n'en est pas très sûr, parce qu'en fait, on est encore dans une situation où il faut pouvoir observer ce phénomène. Et la gravité est une force, en fait, magique, dans le sens où elle n'est pas observable. Donc, là-dessus, Kepler ne va jamais réussir à finaliser ce travail-là sur une découverte de la gravité. Mais ça fait de Kepler, en fait, un avant-gardiste très puissant. Et donc, Koestler a un respect assez important, malgré le fait qu'il met en avant aussi les problèmes de Kepler, c'est-à-dire une vie très compliquée, par ailleurs, un côté un peu, peut-être pas fourbe, mais très très complaisant, et en fait, avec un manque de confiance en soi très important. Il y a une certaine haine de soi chez Kepler. Tout cela se finit avec Galilée, qui est en fait quelque part la dernière roue du carrosse, parce que finalement, il va se prétendre héritier de Copernic sans avoir lu Copernic, il va ignorer les lettres de Kepler, et donc ignorer les découvertes elliptiques de Kepler, qui permettent en fait au système héliocentrique d'être beaucoup plus crédible. Et en fait, Galilée va être un provoquant qui va produire des polémiques qui vont amener à une rupture avec le corps ecclésiastique, qui va commencer à en avoir un peu marre que Galilée clash tout le monde sans être capable de justifier son travail, jusqu'à arriver au procès où en fait Galilée est plus ou moins incapable de donner des preuves réelles. Et c'est ce que dit Koestler. Koestler est assez remonté contre Galilée, et ça, il le dit en fait assez bien, entre les biographes de Galilée et les biographes de Kepler, les deux ne s'entendent pas parce que en fait, le comportement de Galilée avec Kepler était assez désastreux. Bon, cela dit, Koestler donne des points à Galilée, mais pas sur les découvertes d'ordre astronomique, mais plutôt de l'ordre physique, dans la dernière partie de la vie de Galilée, d'ailleurs quand il était aveugle, les travaux de Galilée sur, entre autres, pas juste la lumière, pas juste le travail d'optique, mais tac. Alors, non, ça c'est la partie avec Newton. Voilà. Galilée passe à l'année qui suivit son procès à écrire le livre sur lequel repose véritablement sa gloire, le discours sur les sciences nouvelles. Il redécouvrait sa vraie vocation, l'étude de la dynamique.
Ouais. Il l'avait abandonné depuis un quart de siècle pour se lancer dans sa campagne de propagande au profit de l'astronomie héliocentrique qu'il connaissait à peine. La campagne avait échoué, mais c'est de ce fiasco que naquit la physique moderne. Bon. Malheureusement, il n'y a pas trop de développement sur les travaux sur la dynamique. Bon, après, c'est pas vraiment son sujet. Et donc, du coup, tout cela s'achève finalement avec Newton, dans l'ouvrage sur les somnambules, où Newton fait la synthèse entre les travaux de la dynamique de Galilée et les travaux héliocentriques et elliptiques de Kepler, et lui pose la gravité démontrée mathématiquement, et ça, c'est la synthèse newtonienne. Et c'est sur cette ouverture qu'il s'arrête. Donc ça, c'est les somnambules. Donc c'est un travail avant tout historique. En 3 temps, voilà, et qui montre déjà un certain mouvement. Mais du coup, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette explosion-là. Comment est-ce que, en fait, on explose les dogmes? Comment est-ce qu'on sort de cette fixation intellectuelle qui stérilise? Eh bien ça, c'est le cri d'Archimède qui va y répondre. Cri d'Archimède, hein, par rapport à Eureka. Dans cet ouvrage-là, ce que pose Koestler, c'est que entre science, art et plaisanterie, il y a en fait des mécanismes similaires. Il met donc sur un même point la découverte scientifique, la création artistique et l'invention des plaisanteries sur un même plan, entre le sage, le fou et l'artiste. Il montre en fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que le même processus ici se produit dans les 3 domaines, c'est-à-dire inspiration-découverte, fixation et compréhension, et un moment d'explosion. Ce moment d'explosion, donc, de rupture, en fait, il se produit par ce qu'on appelle le lien, la jonction dissociative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le dissociatif, pour prendre une forme très générale, c'est le moment où 2 matrices, 2 plans, qui sont normalement dissociés. Voilà, vous voyez, vous avez un plan P2, P1, et ils sont, voilà, P1, P2, leur intersection est vide. Autrement dit, on a 2 idées qui n'ont aucun lien entre eux, dans un premier temps. Bon, bah, Koestler, ce qu'il pose, c'est que comment est-ce qu'on fait pour détruire en fait un processus dogmatique qui empêche la découverte, qui est nécessaire dans le processus de compréhension et de réflexion. Notez bien, c'est-à-dire que Koestler ne dit pas qu'il ne faut pas dogmatiser, mais plutôt qu'à un moment T donné, donc dans un deuxième temps, il faut rompre avec ce phénomène pour pouvoir permettre la découverte. Et donc, comment est-ce que ce deuxième temps arrive? Eh bien, par le dissociatif, c'est-à-dire ce moment où P1 inter P2 produit une droite, c'est-à-dire une nouvelle idée, par le biais d'une intersection. Tac. Bon, il appelle plutôt ça des matrices, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ici, en mettant 2 idées qui étaient auparavant dissociées ensemble, on en produit une 3e. Et ça, c'est du coup l'exemple en fait qu'on donne avec, par exemple, le Saint-Esprit par rapport à Kepler. Et en fait, ce que montre Koestler, c'est que ça, ce processus dissociatif, en fait, c'est ce que fait toute bonne plaisanterie. Il nous en donne 2-3 exemples. On peut... il nous donne 2-3 blagues qui sont marrantes, en vrai. Alors voilà, vous voyez ici,
le processus dissociatif, hein, il est présenté ainsi. Tac, tac, tac. Il présente aussi ça dans... Alors, est-ce qu'il peut nous présenter une petite plaisanterie qui, je pense... il y en a une, en fait, qui fonctionne assez bien. Et qu'il utilise assez souvent. Ah, c'est dommage, je ne la retrouve pas. Bon, ok, ce n'est pas si grave. Ok, bon. Oh, si, on peut donner celle-ci. Et surtout qu'il y a l'explication qui suit après. Qu'est-ce qu'un sadique? Quelqu'un qui est bon pour les masochistes. Le concept de liaison est celui de la bonté, dissocié à deux significations diamétralement opposées. En outre, la définition peut recevoir deux interprétations. Le sadique est bon pour le masochiste s'il le torture. B. Le sadique torture le masochiste s'il est bon pour lui. Dans les deux cas, il contrecarre ses tendances et la définition n'est en somme qu'une variante du paradoxe logique du crétois affirmant que tous les crétois sont des menteurs. Voilà, bon. Donc là, ici, pour prendre cet exemple, on a la jonction, à partir d'une plaisanterie, de deux dissociations, en fait, dissociation du mot bonté. En fait, ici, le mot bonté, il a un double sens qui produit l'effet humoristique. Et c'est ce qu'on va du coup retrouver dans la découverte scientifique, la création artistique et l'invention de la plaisanterie. De même, le processus de dogmatisation et de fixation, bon, dans l'invention de la plaisanterie, on va le mettre un peu à l'écart parce que c'est plus une manière de montrer la dissociation, mais en fait, on va le retrouver tout de même dans la découverte scientifique et la création artistique. La volonté, dans ces deux domaines, en fait, de produire des règles, d'obtenir en fait quelque chose d'objectif sur, d'un point de vue du beau, voilà, trouver des règles pour le beau, tandis qu'évidemment, ici, dans la découverte scientifique, trouver des règles sur les lois de la nature. Et inversement, il y a aussi une notion de subjectivité, en fait, que va présenter Koestler. Alors, dans la création artistique, c'est assez évident, mais dans la découverte scientifique, on y présente, en fait, comment, par exemple, le rêve a une importance dans la découverte, comment, en fait, les activités à côté, les différentes considérations religieuses, spirituelles, etc., ont un impact sur la découverte. Et qu'en fait, la rationalité, par le langage, n'est pas toujours, et même loin de là, le chemin de la découverte. Et que c'est un truc que présente aussi Koestler, on voit qu'en fait beaucoup de penseurs scientifiques, quand on leur demande comment est-ce qu'ils pensent, ne pensent pas toujours purement d'un point de vue linguistique, du point de vue du langage. Bon, donc ça c'est le cri d'Archimède, et c'est le plus gros des trois d'ailleurs, et pourtant c'est celui sur lequel on va finalement passer le moins de temps, parce que c'est beaucoup d'exemplarisation. Ensuite vient le cheval dans la locomotive. Le cheval dans la locomotive, lui, c'est encore autre chose. Bien que il, quelque part, parachève les deux précédents ouvrages, lui, il va s'attarder sur des questions un peu plus générales. Là, dans le cheval dans la locomotive, on a une situation où Koestler, dans une optique critique du behaviorisme, c'est-à-dire de la recherche psychologique consistant à considérer que les relations
ne sont que pure action-réaction. Voilà, il y a une stimulation qui amène à une réaction. Donc, pour sortir en fait de ce dogmatisme behavioriste, Koester en fait va poser un système hiérarchique qu'il va présenter sous la notion de Holon. Alors, Kesako, que ça veut dire tout ceci? Donc là, on est dans le cheval dans la locomotive. Et la notion de Holon, qu'il écrit ainsi, qu'il reprend du grec, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, dans une hiérarchie, on va représenter très, très schématiquement un système hiérarchique. On a donc un niveau supérieur, auquel en dessous se trouve un niveau inférieur. Et puis, en fait, inversement, on a encore un niveau inférieur, et en fait, on peut continuer ainsi indéfiniment. Et on peut même continuer de le monter à un autre niveau, ok? Et en fait, le Holon, voyez-vous, c'est les petits points que j'ai représentés, qui représentent finalement les niveaux, qui soient inférieurs ou supérieurs. Et en fait, il va représenter le Holon de cette manière-là, comme un visage à double face qu'il apparente au dieu Janus, qui, d'un côté, regarde vers le haut, et de l'autre, regarde vers le bas. Au sein de cette hiérarchie. Bon, ce visage de Janus, qu'on rappelle être le dieu romain à double visage, qui représente plus ou moins le choix, le choix entre deux options. Eh bien, en fait, quand il regarde vers le bas, il se voit alors comme une totalité, un tout. C'est-à-dire que, en reprenant notre petit schéma de hiérarchie, on va placer un peu à côté. Vous voyez que si ce Holon regarde vers le bas, en fait, il se voit comme une totalité. D'accord? Là, il se dit, je suis un tout. Puis, il peut regarder vers le haut. Et dans ce cas-là, il se voit comme une partie de quelque chose de plus grand. D'accord? Donc là, par exemple, si mon Holon regarde vers le haut, il peut voir en fait qu'il y a autre chose qui continue au-dessus de lui et donc qu'il est incomplet. Ça se traduit comment? En fait, on peut prendre l'exemple très simple de l'homme. L'homme, s'il regarde en bas, donc c'est-à-dire au niveau de sa corporalité, il peut voir qu'il est en effet une hiérarchie d'organes, de membres, etc., qui forment un tout, c'est-à-dire sa personne. Il regarde en haut de lui, donc la hiérarchie sociale, et il peut remarquer qu'il a des supérieurs hiérarchiques, des chefs d'entreprise, le président, etc., etc. Et donc il fait partie d'une partie. Et ça, en fait, ça se recoupe dans tout système hiérarchique. On se retrouve, en fait, peu importe, là on a parlé d'organisation biologique, corporelle et d'organisation sociale, mais en fait, ce système-là, il peut se recouper partout. Et même dans les processus de décision. C'est un exemple très intéressant qu'il va donner, par exemple, dans la création d'un texte. Dans la création d'un texte, on a un système hiérarchique qui est, je crée un texte. Ok. Pour créer ce texte, j'ai besoin de phrases. Pour créer cette phrase, j'ai besoin de mots. Pour créer ces mots, j'ai besoin de syllabes. Ok, d'accord? Donc là, on a un système de hiérarchie. D'accord. Bon. En fait,
ce que va montrer Koestler, c'est que ici, on a un niveau de liberté élevé. Et plus on descend dans le système hiérarchique, et plus on se retrouve dans un déterminisme contraignant. Plus on descend, plus la liberté diminue, et plus, on va dire, la présence d'un système de règles, la loi augmente. On va un peu développer, mais en fait, quand on est dans la période du texte, donc quand on souhaite choisir quel texte on va écrire, on a une multiplicité de choix. On peut décider d'écrire une lettre, un essai, un roman, etc. Mais à partir du moment où on s'est fixé, on réduit les choix possibles. On tombe, bon bah voilà, là, alors on peut même mettre l'étape intermédiaire du paragraphe. Hein. Là voilà, j'ai commencé à écrire mon premier paragraphe. Bon bah mon premier paragraphe, ok, j'ai décidé d'écrire un roman. D'accord, bon bah j'écris ça à quel point de vue, dans quelle temporalité, etc. J'ai encore un certain nombre de choix à faire. Et puis ensuite, bon, comment est-ce que je vais écrire ma première phrase? Ok, bon bah là du coup j'ai commencé à réduire. J'ai décidé que ce serait à la première personne, que ce serait, allez, un roman de fantasy. Voilà, tac. Là, j'ai fait un nombre de choix qui commence à réduire mes options. Je vais pas commencer à changer, parce que sinon je reviens au-dessus. Ok, ma première phrase, bon bah je vais écrire avec ok, mon personnage se réveille. Ok, on a descendu encore, le personnage se réveille. Donc là, j'ai réduit mes possibilités. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à choisir les mots que je vais utiliser pour pouvoir écrire cette phrase. Ok, mais du coup, là, tout de suite, j'ai réduit. J'ai réduit, je suis beaucoup plus déterminé que lorsque j'étais aux étapes précédentes. Et jusqu'à ce que bon bah je choisisse les mots, bon bah je vais écrire, je vais commencer par je. Bon bah là en fait, mes syllabes, mes options sont finies. Hein. Je décide d'écrire avec je peux pas écrire ça avec n'importe quelle syllabe. En fait, je peux écrire ça qu'avec une seule syllabe, le jeu, etc., etc. Et en fait, ça se recoupe dans n'importe quel système hiérarchique. Plus on est en bas de la hiérarchie, et plus on est déterminé par rapport au système de règles qui compose cette hiérarchie. Et plus on monte, plus on est libre. Ça se recoupe donc aussi avec tout simplement les organisations sociales et sociétales, mais même biologiques. Ce que va présenter Koestler dans un deuxième temps ensuite, c'est que son système de hiérarchie, d'holoarchie, eh bien, se recoupe aussi dans l'évolution biologique. Entre autres, en récusation en fait, du pur système darwiniste. Ce que propose Koestler, c'est plutôt un système où, certes, la sélection naturelle a une importance, mais il y a en fait déjà une hiérarchie qui précède ce phénomène-là dans l'évolution biologique même. L'évolution ne peut pas aller dans n'importe quoi dans sa mutation. Hein, et ce, même avant la sélection naturelle, qui en fait est un processus de régulation, d'accord? Mais il y a déjà en fait une hiérarchie biologique qui détermine considérablement les possibilités de la vie. Bon, ensuite, à partir de là, il va en fait montrer que, de manière générale, dans les situations, beaucoup des choix sont en fait de la basse hiérarchie. En fait, beaucoup de nos choix sont déjà automatisés, qu'en fait, quand on a appris à manger, quand on a appris à lire, en fait, il y a une multitude de choix qui ne sont plus faits, qui sont déjà déterminés, parce qu'on les a appris, on les a automatisés. Et cette automatisation, elle permet en fait un certain degré de liberté au-dessus, c'est-à-dire pour les grandes décisions. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a aussi une forme d'automatisme qui se développe. Là, vous voyez, je ne suis pas du tout en train de réfléchir à comment est-ce que je vais écrire mes lettres. C'est déjà automatisé. Alors on peut dire que c'est mal automatisé, hein, si on considère que j'écris mal, mais l'important, c'est de dire qu'ici, j'ai pas eu besoin de me dire comment est-ce que je fais pour écrire la lettre A. J'ai pas eu besoin d'utiliser mon libre arbitre pour ça. C'est déjà du déterminisme. J'étais déterminé à écrire A parce que je voulais écrire automatisme. Et que j'allais pas commencer par une autre lettre, parce que je sais comment s'écrit automatisme, d'un point de vue conventionnel, orthographique. Bon, et ben du coup, ça, cette automatisation, ce déterminisme, c'est pas une mauvaise chose.
Il ne s'agit pas de dire que il faudrait supprimer toute hiérarchie, parce que bien au contraire, cette hiérarchisation permet aux basses tâches d'être automatisées pour qu'on puisse se concentrer sur, par exemple, est-ce que je veux écrire une poésie, un poème, un roman, une lettre, une correspondance, nanani, nanana, une pièce de théâtre, et donc en fait, pour faire les grands choix. Parce que sinon, on serait en fait trop occupé à devoir faire tous les micro-choix automatiques. Et en fait, notre cerveau ne pourrait tout simplement plus réfléchir. Donc, c'est une idée très forte, parce que là, en fait, on voit qu'elle se recoupe à beaucoup de choses. Elle se recoupe vraiment à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut autant parler d'un point de vue politique, d'organisation sociale, que de biologie, que de questions sur la liberté, le libre arbitre, ou même le rapport corps-esprit. D'ailleurs, c'est ce dont il parle aussi dans Le cheval dans la locomotive. Bon, tout ça pour amener à une grande conclusion, c'est que Koestler, dans Le cheval dans la locomotive, il achève son travail, sa pensée sur le fait que l'homme a un problème. Waouh, grande découverte ça. Bon, ce problème, c'est quoi? C'est que, en fait, dans son évolution, l'homme possède ce qu'il appelle 3 cerveaux. Le reptilien, on va dire le cortex, parce que j'ai plus vraiment le terme exact pour les 3 cerveaux. Tac, dans les 3 cerveaux. Cerveau reptilien, d'accord. C'est ça, ouais. Le cortex. Ouais, c'est ça. Le cortex ou mésocortex, donc le cortex moyen, là où le reptilien serait l'archocortex, dans le sens l'ancien cerveau, et du coup, le dernier, le néocortex. Et en fait, ce que montre Koestler, en tout cas ce que cherche à montrer Koestler, c'est que le reptilien, le mésocortex et le néocortex ont évolué l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le cerveau humain s'est développé sur le reptilien, sur lequel le mésocortex, donc le cerveau mammifère, s'est développé, et ensuite le néocortex, donc le cerveau de l'homme, on va dire ça comme ça, s'est développé au-dessus. Et qu'en fait, il y a une imbrication des 3 cerveaux, l'un dans l'autre, qui sont donc en interrelation. Et le souci, c'est que entre le reptilien, qui est donc, on va dire, le cerveau animal, et le néocortex, il y a un conflit. Il y a un conflit qui, en fait, se traduit tout simplement par le fait que le néocortex a conscience de la mort, là où le reptilien, lui, ne souhaite que la survie de l'individu. Et donc, ils se contredisent. Le reptilien veut survivre. Le néocortex apporte la nouvelle de la mort. Il apporte la conscience de la mort. Problème. Parce que du coup, le reptilien ne le vit pas bien. Parce que de facto, le reptilien prend conscience qu'en fait, il ne peut pas amener à une survie totale et complète de son être. Inversement, le néocortex, il est bien emmerdé parce que il a conscience de la mort, mais il ne peut pas non plus aller à l'encontre du reptilien, dans lequel il est inclus, c'est-à-dire se suicider. Tension entre les deux. Et une tension que nous connaissons en fait tous. Bon, ça va produire 2 tendances d'un point de vue hiérarchique. D'un côté, le hôlon humain, qui se voit en tant que partie, eh bien en fait, il va avoir une volonté de transcendance. C'est-à-dire de se considérer plus grand que lui-même par le biais d'un phénomène collectif ou religieux, spirituel.
C'est-à-dire qu'il va vouloir s'ancrer dans quelque chose de plus grand que lui, que ce soit dans le nationalisme, dans le christianisme, dans l'islam, dans, en fait, même ne serait-ce que faire partie d'une collégialité, d'une communauté, donc l'émulation de groupe. Et de l'autre côté, le fait qu'il se considère comme un tout. Et donc, l'affirmation de soi. Donc le fait de se mettre en avant, de se présenter comme étant le sujet, le centre de l'attention, le fait d'être le cœur, en fait, quelque part du monde, ce qu'on appelle l'ego aussi. Eh bien, ces deux tendances, donc du coup, elles sont contradictoires, parce que d'un côté, il y en a une qui souhaite se mettre en avant, rompre avec le collectif, s'individualiser, et l'autre se perdre plutôt dans la totalité du monde, dans quelque chose de plus grand que lui-même, dans la contemplation océanique. Et ce schisme, qui se recoupe finalement aussi dans ce besoin d'aller au-delà de la mort pour réconcilier néocortex et reptilien, et bien en fait, pour Koestler, ça a provoqué des problèmes. Alors, le truc, c'est que Koestler, pour lui, l'affirmation de soi, c'est vrai qu'elle peut produire le meurtre, la jalousie, les tendances violentes d'un point de vue individuel. Mais c'est pas en réalité le vrai problème. Pour Koestler, le vrai problème, c'est le besoin de transcendance. Parce que c'est dans ce besoin-là que l'humain va se leurrer d'un point de vue sur le réel. Par le biais d'une volonté à se joindre dans le collectif, il ne va plus se mettre en avant et récuser en fait la doxa ambiante. Or, quand la doxa ambiante va imposer des éléments idéologiques qui vont à l'encontre de sa perception du réel, eh bien l'être humain va devoir choisir entre ce qu'il perçoit d'un point de vue réaliste et ce que lui dit le groupe, le collectif, la pression collective. Et on retrouve du coup des situations comme les génocides, typiquement, ou l'esclavage, ou typiquement la pollution, ou l'exploitation au travail, etc., etc. Ces moments où on se dit, mais non, en fait, je ne suis pas libre, c'est un processus de décision au-dessus de moi, et donc je me décharge, je me déresponsabilise de ce processus pour pouvoir faire partie du collectif. Et donc, tout cela produit le problème de l'idéologie, c'est-à-dire de prendre son idée, imposée par le collectif, sur le réel. Et ça, c'est un problème qui se trouve dans la volonté à se transcender. Alors évidemment, ce que dit Koestler, c'est que la volonté transcendantale, c'est pas non plus une mauvaise chose en soi. En fait, elle est nécessaire, parce que c'est là aussi on est capable d'oublier son propre égoïsme. C'est aussi la mort de l'ego, d'un point de vue mystique. C'est la tendance à la méditation, à la générosité, au don de soi. C'est aussi quelque chose qui porte en fait de bonnes et de bonnes actions et de belles valeurs. Mais le problème, c'est son dévoiement. Et donc là, on arrive à ça, on arrive à ce grand constat, et on se dit, qu'est-ce que va proposer Koestler pour résoudre cela? Et c'est là où j'ai eu, moi, un choc qui m'a amené à repousser ce travail-là, cette présentation que je suis en train de vous faire, qui dure un peu trop longtemps, mais c'est pas grave, on arrive bientôt à la fin de toute façon. C'est que, pour Koestler, le problème, il se trouve au niveau du conflit reptilien-néocortex. Faut le résoudre. Ce versus, faut le supprimer. Et ça, ce qu'il propose, c'est une solution par le biais du progrès technique, une solution biochimique. Autrement dit, pour Koestler, il faut qu'on trouve un médicament qui permette de résoudre le conflit entre néocortex et cerveau reptilien. Ah ouais, alors il va un peu le présenter comme une sorte d'élixir alchimique, pour essayer quand même d'enjoliver ça pour son lectorat un peu plus spirituel. Voilà, d'un point de vue un peu jungien, quoi. Mais voilà, sa solution est en fait très matérielle, très matérialiste. On n'est pas du tout sur quelque chose qui se voudrait sur le travail de soi ou sur une intervention quelque peu surnaturelle ou que sais-je. Non, non. On est sur, il faut trouver
un médoc. Quasiment une drogue, hein, d'ailleurs, hein, on est à 2 doigts de ça. Et sur lequel il n'y aurait même pas besoin d'un plan politique pour le proposer, il s'imposerait de lui-même. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Kostler a eu juste sur cette solution? Est-ce qu'on a trouvé ce remède au conflit reptilien-néocortex? Pas vraiment. Hein. À l'heure actuelle, personne ne parle de ça. Hein. Personne ne semble-t-il s'axe sur le point de vue de Kostler. Bien que sur les questions de hiérarchie et sur les questions neurologiques, Kostler a quand même d'excellentes intuitions et qui, je pense, invite à une très grande réflexion. Même si malheureusement, voilà, d'un point de vue de la solution, alors peut-être que dans le dernier ouvrage que j'aurai l'occasion de lire, si jamais je le trouve, on aura l'occasion de parler un peu plus longuement de cette solution. Mais en attendant, le constat qu'on peut se faire, c'est que il ne s'agit pas d'entrer dans des dogmatismes qui iraient à l'encontre d'études historiques. Il faut savoir réconcilier foi et raison, être capable de concilier des idées qui ne sont parfois complètement opposées par le biais d'un syncrétisme, et que tout cela permet la découverte. Et que la découverte ne doit pas tomber non plus dans une forme de dispersion, mais qu'elle doit aussi se synthétiser, voire se dogmatiser, mais tout en conservant en son sein la possibilité explosive de l'invention. Tout cela en prenant en compte le fait qu'il y a, semble-t-il, dans les processus de décision et de découverte, un système de hiérarchie qu'il ne s'agit pas d'ignorer, qu'il ne s'agit pas de supprimer, car il permet l'automatisation et donc en réalité la liberté, mais plutôt de savoir quelque part le rendre organique, c'est-à-dire de ne pas figer les individus dans des places dans lesquelles ils ne pourraient plus être amènes à produire des décisions, mais bien de créer une versatilité, hein, un changement de place qui permet en fait de responsabiliser ceux qui ne l'étaient pas auparavant et quelque part de déléguer à ceux qui auparavant avaient toutes les charges, ou plutôt à retirer oui, des fonctions. Enfin, pas à déléguer sur ceux qui avaient toutes les charges, mais plutôt que ceux qui avaient toutes les charges puissent déléguer. Et tout cela en prenant en compte finalement ce schisme intérieur entre ce souhait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, et en même temps ce besoin de s'affirmer en tant qu'individu. Bon, voilà. Alors finalement, moi, ma proposition de solution, elle est peut-être plus de l'ordre de l'organisation collective, et quelque part, là aussi, est-ce que finalement, on a réussi, historiquement? Peut-être pas. Pas du tout d'ailleurs, mais il y a peut-être quelque chose de plus méritoire, être capable de s'en sortir sans intervention sur sa propre psyché, d'un point de vue biologique, j'entends. Et chirurgical. Voilà. Mais on comprend alors pourquoi Ghost in the Shell parle aussi, est en réponse au cheval dans la locomotive. Hein, ne serait-ce que parce que il y a résolution du problème par le biais d'interventions techniques et technologiques. Et pourtant, le Major ne se perd-elle pas dans un tout plus grand qu'elle, hein? C'est bien ça dont parle aussi Ghost in the Shell, cette transcendance. Bon. Voilà. Moi, je suis content, j'ai réussi à faire ça. J'espère que cela a été aussi clair que possible. On parle quand même d'ouvrages assez intenses, assez massifs, assez conséquents. Suite à ça, on reviendra sur probablement sur le catholicisme, même s'il y a une possibilité aussi à ce que je continue avec Kostler. Et je pense que sur nos amis Kepler, Galilée et les pythagoriciens, donc sur la partie somnambule, on en reparlera, parce que j'aimerais beaucoup qu'on parle en fait des conceptions de l'univers, sur le rapport entre infini et fini, sur monde clos et l'univers tel qu'on le conçoit aujourd'hui, et sur en fait les prémices déjà qu'on trouve au sein du fin, voire même milieu du Moyen-Âge, dans ce rapport-là. Je pense que c'est aussi des notions qui sont importantes à aborder,
et que je souhaite de toute façon aborder, mais ça viendra, dans un temps, beaucoup plus tardif. Voilà, et on peut s'arrêter là-dessus.